Située au pied du mont Ventoux, à une trentaine de kilomètres de la cité avignonnaise, la petite commune d'Aubignan dévoile un centre historique typique de la région qui ne manque jamais d'enchanter les amoureux de la Provence. Ce village habituellement paisible et empreint de quiétude se retrouva pourtant, en ce 12 octobre 2013, brusquement investi par les forces de l'ordre. La tension y était palpable, l'inquiétude manifeste, car si les policiers avaient déployé d'importants effectifs, ce n'était ni pour encadrer une manifestation sportive, ni pour procéder à de banals contrôles routiers, ils étaient à la recherche d'une habitante disparue depuis la veille. L'affaire fut d'emblée qualifiée de « disparition inquiétante », car la jeune femme, âgée d'une trentaine d'années, n'était pas seulement mariée, entourée d'amis et décrite comme pleinement épanouie, elle était surtout la mère d'un petit garçon de 3 ans qu'elle chérissait par-dessus tout, et sans lequel, ses proches en étaient convaincus, elle ne serait jamais partie. Hélas, quelques instants plus tard, la découverte d'un cadavre dissimulé dans le coffre d'une automobile allait confirmer les craintes de tous, mettant ainsi au jour l'une des affaires criminelles les plus sordides de la région, une sombre histoire de jalousie entre deux mères de famille qui se solda par une véritable mise à mort. Héloïse Bagnolini, née le 11 octobre 1983, menait une existence dont beaucoup auraient pu rêver. En apparence, sa vie était simple et modeste, elle était loin d'être riche, mais elle n'avait rien d'une existence à plaindre. Tous ses rêves de petite fille s'étaient réalisés au fil des ans, faisant d'elle une femme profondément heureuse et comblée, qui n'avait jamais eu besoin de la fortune matérielle pour se sentir bien. Elle habitait une coquette demeure dotée d'une piscine, située à la sortie du village d'Aubignan, dans un cadre particulièrement calme et agréable. Sur le plan sentimental, tout allait également pour le mieux. Héloïse vivait en couple avec l'homme de sa vie, un trentenaire prénommé Alain Castel, qu'elle avait rencontré 8 ans plus tôt. Les deux tourtereaux filaient le parfait amour et étaient les heureux parents d'un petit garçon de 3 ans qui faisait leur bonheur. Par ailleurs, le poste de cadre intermédiaire qu'occupait Alain au sein d'une puissante entreprise agroalimentaire de la région était suffisamment rémunérateur pour qu'Héloïse ne soit pas contrainte d'exercer une activité professionnelle et puisse se consacrer pleinement à l'éducation de leur enfant, afin de lui offrir la meilleure éducation possible. Évidemment, le fait d'être mère au foyer était loin d'être une sinécure, c'était même un métier à part entière. Pourtant ce mode de vie convenait parfaitement à la jolie blonde, qui n'aspirait qu'à passer du temps avec son fils, s'occuper de sa maison et gérer son foyer. Héloïse était de toute façon bien plus à l'aise chez elle qu'à l'extérieur, elle se montrait extrêmement attachée à sa famille, mais se révélait plutôt réservée et timide lorsqu'il s'agissait d'interagir avec autrui. Aussi ne franchissait-elle qu'occasionnellement la barrière que constituaient les murs de sa demeure, occupant son temps libre entre les courses, les trajets entre l'école de son fils et son domicile, quelques moments de quiétude au bord de sa piscine, ainsi que les diverses activités du quotidien. Mais s'il y avait bien un rendez-vous qu'Héloïse ne manquait jamais, c'était celui de la sortie de l'école, elle venait récupérer son petit garçon chaque jour sans exception, jusqu'à ce vendredi 11 octobre 2013, où pour la première fois, le personnel de l'école maternelle se trouva contraint de prendre en charge le fils d'Héloïse et d'Alain, alors que tous les autres enfants étaient déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Au bout d'un moment, ils durent se rendre à l'évidence, la mère ne viendrait pas. Ils décidèrent alors de contacter Alain, encore au travail, pour l'informer qu'Héloïse ne s'était pas présentée à la sortie. Alain s'alarma après cet appel, à juste titre. Il connaissait bien sa femme et savait qu'il ne pouvait s'agir ni d'un oubli ni d'un acte volontaire. Se serait-elle blessée à son domicile? Aurait-elle fait un malaise? Serait-elle, pour une raison ou une autre, dans l'incapacité de se déplacer? De nombreux scénarios se bousculaient dans sa tête. Son premier réflexe consista à tenter de joindre Héloïse sur son téléphone portable, mais personne ne décrocha. L'angoisse monta d'un cran pour le père de famille, qui décida de quitter son travail plus tôt que prévu et de rentrer chez lui en trombe. Mais une première surprise l'attendait devant le domicile familial, la voiture de sa femme n'était pas là. Or, s'il était certain d'une chose, c'était qu'elle n'était pas allée chercher leur garçon à la sortie de l'école. Où pouvait donc bien se trouver Héloïse? Un premier élément de réponse se situait peut-être à l'intérieur de la maison, dont la porte était fermée à clé. En se rendant dans leur chambre à coucher, Alain réalisa que tous les effets personnels de sa femme avaient disparu. Leurs 2 valises étaient introuvables, tout comme les vêtements d'Héloïse. Tout semblait indiquer que la jeune mère de famille avait décidé de tout quitter sur un coup de tête. Mais pour Alain, cette idée d'un départ précipité était tout simplement inconcevable. Paniqué, dans l'incompréhension la plus totale, il saisit son téléphone pour appeler Sophie, la mère d'Héloïse. Très vite, ce fut le branle-bas de combat dans la famille. Tous s'accordaient sur un point, elle n'aurait jamais fui le domicile conjugal en abandonnant son fils, la prunelle de ses yeux. Alors pourquoi serait-elle partie?
Malgré les nombreux appels de sa mère, de son frère et de sa sœur, la jeune femme ne donnait toujours aucun signe de vie. En réalité, son téléphone portable ne sonnait même pas, tous ceux qui tentaient de la joindre tombant directement sur sa messagerie, un signe particulièrement alarmant. L'incompréhension était totale et les proches d'Héloïse réalisèrent qu'ils avaient besoin de l'aide des forces de l'ordre pour retrouver la jeune maman le plus rapidement possible. Alertés, les gendarmes ouvrirent aussitôt une information pour disparition inquiétante. La brigade de recherche de Carpentras, chargée de l'enquête, commença par passer le domicile d'Alain et d'Héloïse au peigne fin. C'est là qu'ils espéraient trouver davantage d'indices, puisque c'était le dernier lieu connu où se trouvait Héloïse, afin de comprendre ce qui s'était réellement passé et surtout de déterminer si la jeune femme avait quitté le foyer de son plein gré ou si quelque chose de bien plus grave avait pu se dérouler entre les murs de la maison. Malheureusement, l'état dans lequel fut découverte la salle de bain les orienta immédiatement vers cette seconde hypothèse. Le pommeau de douche était brisé en deux, comme si on l'avait utilisé pour frapper avec une extrême violence contre quelque chose ou quelqu'un. De plus, des traces de sang furent prélevées au sol. Ces traces, qui semblaient avoir été grossièrement nettoyées, ne se trouvaient pas seulement dans la salle de bain. En les suivant minutieusement, les enquêteurs réalisèrent qu'elles dessinaient un chemin jusqu'à la porte d'entrée, un très mauvais présage. Une analyse ADN fut immédiatement ordonnée pour déterminer si ce sang était celui d'Héloïse, ce qui laisserait présager le pire. Mais il pouvait aussi s'agir du sang de quelqu'un d'autre, un homme ou une femme qui, avec un peu de chance, serait déjà enregistré dans les fichiers des autorités et permettrait de faire rapidement avancer l'enquête. Le suspense fut de courte durée. Les prélèvements correspondaient bien au sang d'Héloïse, découvert sur ce qui semblait désormais être le théâtre d'un crime qui, finalement, ne livrait pas tant d'indices que cela. Simplement, après quelques recherches, les agents chargés de résoudre cette disparition découvrirent qu'Héloïse et Alain avaient justement été cambriolés quelques semaines plus tôt. Les gendarmes se demandèrent si les cambrioleurs n'auraient pas pu revenir pour kidnapper la jeune femme, le cambriolage ayant également servi de repérage, d'autant que sa voiture avait, elle aussi, disparu. En revanche, cette idée ne concordait pas avec le fait que les valises et les vêtements d'Héloïse restaient introuvables et que rien d'autre dans la maison n'avait été dérobé. Même si l'on pouvait supposer qu'il s'agit d'un enlèvement maquillé en départ volontaire, cette piste ne convainquit définitivement pas les enquêteurs, qui restèrent concentrés sur leur principal objectif, retrouver la jeune mère de famille avant qu'il ne soit trop tard. Car ce qui était certain, c'est qu'Héloïse avait été agressée à son domicile et que la mise en scène orchestrée dans la maison n'était qu'un leurre destiné à empêcher l'ouverture d'une enquête criminelle. On ne déploie pas des effectifs de police lorsque quelqu'un décide simplement de tout quitter et de partir sans rien dire à personne. Et cela, le coupable le savait très bien. Il restait cependant de l'espoir. Héloïse était peut-être blessée, mais le signalement de sa disparition avait été rapide et les heures qui suivaient pouvaient être décisives. Mais qui était cette personne qui s'en était prise à Héloïse, et pour quelle raison? Il était encore trop tôt pour apporter une réponse à ces questions pourtant cruciales. Pire encore, pour l'heure, impossible de savoir si Héloïse Bagnolini était encore en vie. Les enquêteurs se déménèrent pour la retrouver, mais ne parvinrent pas à relever la moindre trace de la jeune femme ni de sa voiture, qu'ils recherchaient partout. Ils étaient dans l'impasse la plus totale, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel pour le moins inattendu. Le 12 octobre 2013, soit le lendemain de la disparition d'Héloïse, ce fut un homme qui les contacta ou un collègue, plus précisément, car l'auteur de l'appel était officier de police judiciaire. Il n'était pourtant pas de la région et ne connaissait personnellement aucun des enquêteurs de l'affaire, il ne semblait pas concerné de près ou de loin par cette affaire. Cependant, il possédait des informations à propos de la disparition d'Héloïse, et non des moindres, il affirmait que la jeune mère de famille était malheureusement décédée et qu'il était même en possession du nom du coupable. En réalité, ce policier avait lui-même reçu un appel de son cousin un peu plus tôt dans la matinée. Ce dernier, tout en essayant de garder son sang-froid, expliqua au téléphone que sa fille venait d'arriver chez lui et qu'elle lui avait avoué avoir commis une grave erreur. Elle était responsable de la mort d'une femme et avait à présent besoin de l'aide de son père pour brûler sa voiture et faire disparaître les preuves de sa culpabilité. Nul doute que le père comprit immédiatement qu'il s'agissait de la pauvre Héloïse Bagnolini, car toute la région était en train d'être ratissée à sa recherche. Malheureusement pour la coupable, son père eut la bonne réaction. Refusant de se rendre complice du crime de sa fille, il décrocha son téléphone et la dénonça à son cousin policier, ou non seulement pour se protéger lui-même ainsi que le reste de sa famille, mais aussi pour que sa fille assume la responsabilité de ses actes, au lieu d'alourdir encore davantage les charges qui allaient être retenues contre elle. Cette jeune femme qui s'accusait du meurtre d'Héloïse Bagnolini avait un nom, elle s'appelait Jessie Travaglini.
Grâce à cet appel, les policiers étaient en possession d'une information essentielle, la localisation de la voiture dont Jessie Travaglini avait voulu se débarrasser avec l'aide de son père. Car bien que la jeune femme affirmât être coupable d'un meurtre, les enquêteurs conservaient le mince espoir qu'Héloïse ne fût pas encore décédée. Les policiers foncèrent jusqu'à l'endroit où était supposée se trouver la voiture d'Héloïse. Elle était garée dans une impasse, devant la maison d'un voisin, à quelques centaines de mètres seulement de son domicile. Malheureusement, il était bien trop tard pour la pauvre Héloïse, qui fut retrouvée ligotée dans le coffre de sa propre voiture. Elle était décédée depuis déjà de longues heures. En attendant les premiers retours du médecin légiste, il fallait à présent chercher à comprendre dans quelles circonstances, et surtout, pourquoi celle qui s'accusait de ce meurtre avait décidé d'ôter brutalement la vie d'Héloïse. À première vue, Jessie Travaglini semblait au-dessus de tout soupçon. La jeune femme de 27 ans, mariée à un entraîneur de rugby, tout comme Héloïse, mère de famille douce, sensible, mère dévouée, Jessie était aussi une grande et très jolie blonde qui n'avait jamais laissé personne indifférent. D'ailleurs, elle n'était pas totalement inconnue des habitants de la région, car par le passé elle s'était inscrite au concours de Miss Vaucluse, auquel elle était arrivée première dauphine. Évidemment, être passée si près de son rêve sans parvenir à décrocher le titre tant convoité n'avait pas été simple, mais Jessie n'avait pas un tempérament à se laisser abattre par une défaite. Aussitôt, elle était allée de l'avant. Elle fit la rencontre de celui qui serait son futur mari pendant l'été 2001, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Bien qu'il eût 5 ans de plus, le jeune homme tomba immédiatement sous le charme de Jessie. La relation fut tout de suite très forte entre les deux amoureux. D'ailleurs, Jessie était tellement amoureuse qu'elle confia aussitôt à sa sœur qu'elle venait de rencontrer celui qu'elle épouserait. Le couple se maria effectivement quelques années plus tard, avant d'avoir la joie de devenir parents avec la venue au monde de leur petit garçon. Nous étions 5 ans avant la mort d'Héloïse, et rien dans la vie de Jessie ne pouvait laisser penser que dans quelques années à peine elle serait coupable du meurtre d'une autre mère de famille. À cette époque, elle n'avait même pas encore connaissance de l'existence d'Héloïse. Mais cela ne saurait tarder, car si personne ne le remarquait, il y avait pourtant bien un problème sous-jacent. Il concernait Jean-François, le mari de Jessie. Souvenez-vous, l'homme était entraîneur de rugby, ce qui signifiait que quasiment tous ses week-ends se passaient au stade, à encadrer les matchs ou à coacher l'équipe qu'il dirigeait. Désireuse de passer du temps avec son mari, Jessie l'accompagnait systématiquement avec leur fils, au point qu'elle fut aussi connue que son époux sur le terrain. Tous la décrivaient comme une épouse dévouée et une excellente mère. Il est vrai qu'au départ ce mode de vie ne la dérangeait pas, mais bien vite la passion excessive de son mari pour le rugby, qui prenait une place considérable dans la vie de famille, excéda Jessie. Le couple commença doucement mais sûrement à battre de l'aile, ce rythme de vie le divisant, ce qui poussa Jessie à s'investir corps et âme dans son nouvel emploi. Elle venait en effet de décrocher un poste de directrice des ressources humaines dans une multinationale spécialisée dans la fabrication de soupes en briques, cette même entreprise où justement travaillait aussi Alain Castel, le mari d'Héloïse. Jessie était une travailleuse acharnée qui ne comptait pas ses heures et qui donnait son maximum pour réussir. Elle avait toujours eu le désir de monter les échelons, ce qui faisait d'elle une salariée sérieuse et extrêmement motivée, appréciée par tous ses collègues également. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle ses collègues, surtout masculins, la remarquaient. Avec son physique particulièrement attirant, son assurance et sa prestance, elle attirait tous les regards dans les bureaux de la société. Attirer l'attention était quelque chose que Jessie appréciait particulièrement. Elle mettait d'ailleurs tout en œuvre pour se faire remarquer, s'habillant de façon plutôt sexy, aimant être admirée par le sexe opposé. Si ses collègues masculins étaient plutôt heureux de la voir arriver au travail le matin, ce n'était malheureusement pas le cas des femmes de l'entreprise, qui trouvaient Jessie aguicheuse et provocatrice. Mais ce n'étaient pas les bavardages et les rumeurs qui allaient arrêter Jessie, d'autant plus qu'elle venait de jeter son dévolu sur un supérieur très convoité, Alain Castel lui-même, le mari d'Héloïse, qu'elle croisait souvent au détour des couloirs puisqu'ils travaillaient tous deux au service des ressources humaines. Il est vrai qu'Alain était aussi très bel homme, mais c'était surtout le numéro 2 de l'entreprise, ce qui signifiait qu'il avait du pouvoir, et cela était très loin de laisser Jessie indifférente. Bientôt, les collègues de Jessie et d'Alain remarquèrent de fréquentes allées et venues dans leurs bureaux respectifs, des rendez-vous secrets qui se multipliaient au fil des jours et qui ne laissèrent plus aucune place au doute. Jessie Travaglini et Alain Castel, qui avaient tous deux une famille, entretenaient une liaison extra-conjugale sur leur lieu de travail. Dans 3 ans à peine, Héloïse, la femme d'Alain, serait sauvagement assassinée par Jessie. Le schéma du crime commençait déjà à se dessiner aux yeux des policiers qui poursuivaient leur enquête de personnalité sur Jessie.
Mais d'ordinaire, dans ce genre de triangle amoureux qui finit mal, c'est plutôt la femme bafouée qui cherche à se venger et qui s'en prend à la maîtresse de son mari, ou alors au mari lui-même. Alors, comment la relation entre Jessie et Alain avait-elle pu s'envenimer au point que la jolie blonde en vint au meurtre? C'est ce qu'il fallait découvrir en allant trouver sans tarder la principale intéressée et seule suspecte du meurtre d'Héloïse, Jessie Travaglini. Les gendarmes avaient rapidement compris ce qui se jouait derrière tout cela vu une sorte de rivalité amoureuse. Mais là où ils butaient, c'était que le crime n'avait pas été commis par la personne à laquelle on s'attendait. Normalement, c'est la victime de l'infidélité qui se montre virulente à l'égard de celle qui a fait tourner la tête du mari. Or, dans ce cas, c'était l'inverse. Et pour bien comprendre, les autorités toquèrent à la porte de Jessie Travaglini. Cette dernière se trouvait chez son père, prostrée sur le canapé du salon, lorsque les forces de l'ordre vinrent l'interpeller. Face aux gendarmes, menottes au poignet, Jessie ne tarda pas à avouer qu'elle était effectivement la personne responsable de la mort d'Héloïse Bagnolini. Seulement, elle tint à livrer sa version des faits, car elle affirma avoir été piégée par la mère de famille et n'avoir agi qu'en état de légitime défense. Finalement, cela s'avérait plus compliqué que prévu pour les gendarmes. Jessie admettait par ailleurs qu'elle entretenait bien une liaison extra-conjugale avec Alain Castel, le mari d'Héloïse, depuis déjà 3 longues années, et justifiait cette relation en expliquant qu'elle n'était plus heureuse avec son mari. Certes, un certain nombre de leurs collègues avaient remarqué leur manège et étaient au courant que leur relation allait bien au-delà du cadre professionnel, mais ni la femme d'Alain ni le mari de Jessie ne soupçonnaient l'infidélité de leur conjoint, ou du moins, c'est ce que croyaient les deux amants. Car Jessie affirmait que dans la nuit du 10 au 11 octobre, vers 2 heures du matin, elle aurait reçu un SMS envoyé par la femme de son amant en personne, Héloïse Bagnolini. Le SMS ne pouvait malheureusement plus être présenté aux enquêteurs pour attester de la bonne foi de Jessie, car celle-ci l'avait effacé pour éviter que son mari ne tombe dessus, mais elle se souvenait très bien des mots employés par Héloïse. Elle l'informait qu'elle avait découvert la liaison qu'Alain entretenait avec elle et que, pour le bien de leurs familles respectives, il vaudrait mieux qu'elles discutent de la situation face à face. Le rendez-vous était ainsi pris pour le lendemain à 10h30 au domicile même d'Héloïse Bagnolini. Jessie précisa qu'elle s'était rendue à ce rendez-vous avec la très bonne intention d'arranger cette situation délicate et qu'elle pensait que c'était aussi la volonté d'Héloïse. Or, elle raconta aux gendarmes qu'Héloïse avait un plan très différent en tête. Lorsqu'elle arriva chez Héloïse, Jessie comprit que sa rivale n'avait en fait jamais voulu s'en tenir à une simple discussion. Elle était agressive, la harcelait de questions et se montra très vite brutale avec la maîtresse de son mari. Jessie expliqua qu'Héloïse s'en prit physiquement à elle et qu'une bagarre éclata. La maîtresse tenta de fuir et trouva refuge dans la salle de bain, mais Héloïse la poursuivit. La lutte fut extrêmement violente, Jessie se vit mourir, elle pensa qu'Héloïse allait aller jusqu'à la tuer. Alors, dans le seul but de sauver sa vie, elle s'empara du premier objet qui se trouvait à portée de main, une serviette de bain. Parvint à reprendre le dessus et la passa autour de la nuque d'Héloïse en serrant aussi fort qu'elle le put, jusqu'à ce que sa rivale ne cherche plus à s'en prendre à elle. Malheureusement, avec l'adrénaline, la jeune femme ne contrôla pas sa force et Héloïse Bagnolini ne fit pas que s'évanouir. Elle finit par cesser de respirer, étranglée à mort par Jessie Travaglini. Mais attention, Jessie se défendit d'avoir souhaité la mort d'Héloïse à quelque moment que ce fût, elle s'était retrouvée au milieu d'un véritable guet-apens et n'était qu'en état de légitime défense lorsqu'elle avait malencontreusement ôté la vie à Héloïse. Ce ne fut que lorsqu'elle aperçut du sang s'échapper du nez de celle-ci que Jessie prit conscience de la gravité de ce qui venait de se passer. Elle prit le pouls de la jeune femme, mais il était malheureusement trop tard. À mesure que l'adrénaline redescendait et que le calme se faisait autour d'elle, Jessie commença à sentir la panique l'envahir. Au lieu de contacter les secours comme l'aurait fait toute personne sensée, c'est à cet instant que lui vint l'idée de mettre en scène le départ volontaire d'Héloïse. La jeune femme grimpa à l'étage à toute vitesse, fouilla les placards, les meubles, rassembla les affaires d'Héloïse dans 2 valises qu'elle fourra de vêtements, puis les jeta dans la voiture de sa victime. Jessie alla aussi placer le cadavre d'Héloïse dans le coffre, après l'y avoir attaché les mains avec des liens. Elle abandonna ensuite le véhicule d'Héloïse non loin de là, prenant soin de choisir un quartier avec peu de passages, composé essentiellement de résidences secondaires. Il lui restait toutefois encore plusieurs choses à faire avant de se disculper entièrement de ce meurtre, qu'elle qualifiait d'involontaire. Elle devait absolument se débarrasser de l'arme du crime, c'est-à-dire la serviette ayant servi à étrangler Héloïse, sur laquelle se trouvaient certainement des traces ADN compromettantes. Jessie jeta un sac contenant cette serviette ainsi que d'autres objets dans le Rhône. Seulement, devant les gendarmes,
Elle omit volontairement de mentionner un léger détail concernant le contenu du sac en question, un détail qui, justement, serait susceptible de discréditer tout le récit qu'elle était en train de livrer et qui aurait une importance de taille par la suite. Les enquêteurs n'en étaient cependant pas encore à ce stade, ils venaient tout juste d'apprendre que le soir même du meurtre, Jessie devait participer à une petite fête avec des amis. Malgré ce qui venait de se passer, la jeune femme s'était bien rendue à cette soirée, très certainement pour ne pas éveiller les soupçons de ses proches en cas d'absence. D'ailleurs, une fois interrogés, les participants de la soirée affirmèrent que, bien que Jessie eût eu l'air d'être un peu ailleurs quelquefois, aucun signe ni changement de comportement n'aurait pu les alerter. La jeune femme avait l'air tout à fait naturelle, souriante et chaleureuse, loin de l'attitude qu'aurait pu adopter une personne qui venait juste de tuer quelqu'un alors qu'elle n'en avait pas du tout l'intention. Le lendemain, aux alentours de 9 heures du matin, Jessie prit la route pour se rendre chez son père afin de lui demander son aide pour se débarrasser de la voiture, mais aussi du cadavre d'Héloïse. Voici donc comment Jessie Travaglini se retrouva en garde à vue, interrogée par les gendarmes sur cette sordide affaire de meurtre. Après avoir entendu la version donnée par Jessie, les enquêteurs s'interrogèrent à juste titre sur plusieurs points cruciaux. En effet, si Jessie n'avait jamais eu l'intention d'assassiner Héloïse comme elle le prétendait, pour quelle raison n'avait-elle pas eu le réflexe d'appeler les secours une fois Héloïse évanouie? De plus, s'il ne s'agissait que d'un geste de défense, pourquoi était-elle allée jusqu'à tuer Héloïse? Car ce qui est certain, c'est qu'on n'étrangle pas quelqu'un à mort au bout de quelques secondes seulement, ou en tout cas sans constater que la personne asphyxiée ne réagit plus. Par ailleurs, il faut avoir le dessus sur son adversaire pour pouvoir le maîtriser. Or Jessie affirmait qu'elle ne cherchait qu'à sauver sa vie. Pourquoi donc ne s'était-elle pas tout simplement enfuie de la maison d'Héloïse dès lors qu'elle avait réussi à la maîtriser? Le rapport du médecin légiste ne fit qu'accroître les doutes des gendarmes, car il certifiait que la personne qui avait étranglé Héloïse avait dû maintenir une pression extrême pendant au moins 7 minutes, pas une, ni deux, mais bien 7 très longues minutes. Héloïse ayant rapidement cessé de se débattre, ce laps de temps aurait largement permis à Jessie de fuir l'altercation. Aux yeux des enquêteurs, il semblait résulter de cette scène une véritable volonté de tuer, plutôt qu'un état de légitime défense comme l'affirmait Jessie depuis le départ. Et un nouvel élément porté à la connaissance des gendarmes renforça un peu plus leur conviction que la belle chargée des ressources humaines ne leur avait peut-être pas dit toute la vérité. Jessie Travaglini reconnaissait le meurtre de sa rivale Héloïse Bagnolini, mais en revanche elle clamait qu'elle n'avait fait que se débattre à la suite d'une agression de la femme qui était prête à lui ôter la vie, elle aurait donc agi en état de légitime défense. Sauf que les gendarmes, au regard des éléments en leur possession, ne croyaient pas du tout la jeune femme, et ils ne se basaient pas uniquement sur leur intime conviction pour en arriver là. Il y avait un élément qui pesait lourd dans la balance et qui discréditait les dires de la suspecte, l'étude de la téléphonie de Jessie. Elle avait en effet certifié qu'Héloïse lui avait envoyé un SMS pour lui donner rendez-vous chez elle afin de discuter de sa relation adultère avec son mari. Or, l'analyse des relevés téléphoniques prouvait formellement qu'Héloïse n'avait jamais envoyé aucun SMS à Jessie. Il s'agissait donc d'un mensonge. Héloïse Bagnolini n'avait pas invité la maîtresse de son mari chez elle. De plus, Héloïse avait fait part à sa famille de sa volonté d'avoir un second enfant avec son mari, ce qui était assez étonnant de la part d'une femme victime de tromperie. Si elle avait réellement su qu'Alain était infidèle depuis plus de 3 ans, aurait-elle réellement eu envie de ce projet de bébé? C'était très peu probable, en tout cas sans avoir au moins évoqué l'infidélité de son époux. Jessie aurait plutôt inventé cette histoire de message pour justifier sa venue chez Héloïse, et cela posait la question de savoir si elle n'aurait pas, en réalité, prémédité le meurtre de sa rivale bien à l'avance. C'était un point important qui était en jeu ici. En effet, non seulement Jessie s'était rendue chez Héloïse de son propre chef et sans avoir eu le moindre contact avec elle, mais en plus de cela, on découvrit qu'elle avait posé un jour de congé plusieurs semaines à l'avance pour cette journée précise du 12 octobre, un seul jour de congé, celui du meurtre. Comme si cela ne suffisait pas, 3 semaines avant le meurtre, Jessie s'était présentée chez un marchand d'armes situé à 1 heure de route de son domicile pour faire l'acquisition d'un tasé électrique. Elle aurait tout à fait pu l'acheter près de chez elle, car il existait des commerces de ce type situés à proximité, mais elle avait volontairement choisi une boutique très éloignée d'Aubignan afin d'être la plus discrète possible. Ce tasé faisait partie des objets retrouvés dans le sac dont Jessie s'était débarrassée. Elle l'avait donc bien en sa possession lorsqu'elle était allée rendre visite à Héloïse. Il devenait dès lors de plus en plus difficile de croire à la version du piège tendu par Héloïse et de la légitime défense clamée par Jessie,
un congé posé le jour du crime, l'achat d'un tasé, des mensonges et de lourdes incohérences. Après analyse de tous les éléments, il apparaissait plutôt que Jessie s'était rendue chez sa rivale afin de régler ses comptes avec elle et qu'elle avait ensuite cherché à brouiller les pistes. L'audition d'Alain Castel, le mari d'Héloïse et amant de Jessie, allait peut-être faire pencher la balance, car l'homme était tout de même au cœur de ce fait divers tordu, il était donc essentiel qu'il fût aussi entendu par les gendarmes. Alain confirma lui aussi qu'il entretenait bien une liaison avec Jessie Travaglini, sa collègue de travail, depuis un peu plus de 3 ans. Mais selon lui, derrière son visage. L'audition d'Alain Castel, le mari d'Héloïse et amant de Jessie, allait peut-être faire pencher la balance, car l'homme était tout de même au cœur de ce fait divers tordu, il était donc essentiel qu'il fût aussi entendu par les gendarmes. Alain confirma lui aussi qu'il entretenait bien une liaison avec Jessie Travaglini, sa collègue de travail, depuis un peu plus de 3 ans. Mais selon lui, derrière son visage d'ange et de mère parfaite, Jessie était en fait une manipulatrice malsaine, prête à tout pour obtenir ce qu'elle désirait. Il ne croyait pas non plus au scénario décrit par Jessie, car d'après lui Héloïse n'était pas du tout au courant de son infidélité. D'ailleurs, Alain clama haut et fort que Jessie aurait fait de lui sa cible et qu'elle aurait été à la limite du harcèlement pour le faire céder à ses avances. Pour preuve, il montra au policier des photos à caractère érotique que Jessie lui envoyait très régulièrement sur son téléphone portable, alors que lui n'avait au départ nullement l'intention de tromper sa femme. Seulement, Jessie était une très belle femme et Alain avait de plus en plus de mal à se refuser à elle tandis qu'elle insistait et mettait tout en œuvre pour le faire craquer. Petit à petit, sa volonté de rester fidèle à Héloïse s'effrita, et il finit par céder aux avances de Jessie. Il ajouta toutefois que dès le début de cette relation, sa conscience le travailla énormément, car il était amoureux d'Héloïse, il ne s'en cachait pas devant Jessie, à qui il répétait qu'il ne quitterait jamais sa femme. Le pacte fut ainsi conclu entre les deux amants, car de son côté Jessie ne souhaitait pas non plus se séparer de son conjoint. Mais alors qu'il continuait de retrouver Jessie sur des parkings pour avoir des rapports réguliers avec elle, Alain se dit rongé par la culpabilité. Seulement, l'homme était devenu sexuellement dépendant de Jessie Travaglini, incapable de se décider à quitter sa femme ou sa maîtresse, et afin de se donner meilleure conscience, il décida d'établir une sorte de charte de bonne conduite, une liste de règles qui selon lui cadrerait leur relation. Clairement, Alain Castel, face aux gendarmes, était en train d'essayer de sauver ce qu'il pouvait de sa réputation. Il aurait tout à fait pu éviter d'entrer dans une relation adultère dès le départ, aussi attirante que Jessie put être. Cela aurait même peut-être sauvé la vie de sa femme qu'il aimait. Quoi qu'il en soit, il avait décidé de mettre en place un code de bonne conduite, ce qui était assez ironique dans ce contexte. La première de ces règles était la suivante. Les deux amants pouvaient aller jusqu'au préliminaire, mais dorénavant il n'y aurait plus d'acte de pénétration. De cette façon, Alain estimait qu'il ne trompait pas réellement Héloïse et il pouvait ainsi continuer à voir Jessie. Il refusait aussi que désormais il se retrouve ailleurs que dans un hôtel ou une voiture. Jessie accepta le contrat, bien malgré elle. En réalité, elle n'avait pas le choix, car si elle refusait de se plier à ces nouvelles règles, ce serait la fin de leur liaison, une perspective que la chargée des ressources humaines n'était pas prête à accepter. Mais plus les semaines passaient, moins cet accord lui convenait. Jessie devint de plus en plus obsédée par son supérieur, elle se montra moins patiente et bien plus insistante, passant même parfois des heures à attendre Alain devant son bureau ou à le harceler au téléphone. Et lorsqu'Alain, Héloïse et leur fils prirent une semaine de vacances dans une station de ski, Jessie et sa propre famille se retrouvèrent, par le plus grand des hasards, dans cette même station aux mêmes dates. Alain décida alors qu'il était temps de mettre un terme à cette relation obsessionnelle. Certes, son attirance pour la sulfureuse Jessie était toujours présente, mais cette liaison de plus en plus malsaine le convainquit finalement, après plusieurs années, de choisir son couple, car il réalisa soudain qu'il aimait sa femme et son fils plus que tout et que ses choix pourraient bien lui faire perdre ce qu'il avait de plus cher. Seulement, Jessie était visiblement tombée follement amoureuse de lui. C'est justement pour cette raison, et pour fuir celle qu'il définissait comme une tentatrice, qu'Alain prit une décision drastique, il allait bientôt quitter la région avec Héloïse et leur fils, ainsi que la société dans laquelle il travaillait avec Jessie. Ainsi, il espérait se donner toutes les chances de se remettre dans le droit chemin et de se concentrer réellement sur sa famille. Jessie, après avoir appris la nouvelle, lui aurait répondu « Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire ». Quelques semaines plus tard, le cadavre d'Héloïse était retrouvé dans le coffre de sa voiture. Grâce à la déposition d'Alain Castel, les gendarmes eurent à présent la conviction que Jessie Travaglini avait prémédité le meurtre de sa rivale Héloïse Bagnolini, car elle représentait le seul obstacle entre elle et son amant. Selon eux,
Jessie avait commencé à réfléchir à la façon d'assassiner Héloïse de longues semaines avant le meurtre. Elle avait posé un jour de congé pour le jour du crime, était allée acheter un tasé pour paralyser sa victime, et s'était rendue au domicile d'Alain et d'Héloïse sans prévenir personne, sachant qu'elle serait seule car leur fils était à l'école et Alain dans son bureau. Et les gendarmes allaient encore de découverte en découverte, car ils recueillirent un témoignage donné par les collègues de Jessie qui en disait long sur sa personnalité. Il semblerait en fait que Jessie n'avait pas eu Alain comme premier amant. Avant lui, elle avait jeté son dévolu sur un autre salarié de l'entreprise, un homme marié lui aussi, qui avait fini par succomber à ses charmes. Interrogée, la femme de cet homme confirma la liaison qui avait existé entre Jessie et son mari. Elle expliqua que c'était Jessie elle-même qui avait pris contact avec elle et qui avait proposé de la rencontrer pour discuter de la situation. Mis en parallèle avec l'histoire dramatique d'Héloïse, ce récit faisait froid dans le dos. La femme du collègue infidèle poursuivit son témoignage. Elle expliqua que Jessie et elle s'étaient retrouvées dans un café et que la jolie blonde n'était venue que pour se vanter d'être bien plus belle, plus jeune et plus forte qu'elle. Avec arrogance, Jessie lui avait affirmé que son mari lui appartenait désormais et qu'il était inutile d'essayer de le récupérer. Un discours qui avait laissé son interlocutrice bouleversée et choquée. Pour autant, le collègue et amant de Jessie avait très vite mis un terme à cette liaison, un échec que la directrice des ressources humaines avait eu beaucoup de mal à digérer. Alors que d'ordinaire tous les hommes étaient à ses pieds et qu'elle obtenait toujours ce qu'elle voulait, Jessie ne pouvait accepter que l'histoire se répétât avec Héloïse, ce qui la poussa à faire le pire des choix possibles, supprimer définitivement sa rivale. Jessie Travaglini fut mise en examen pour assassinat en décembre 2014, environ un an après le meurtre d'Héloïse. Elle encourait dès lors la peine maximale, soit la réclusion criminelle à perpétuité. La famille d'Héloïse, ainsi qu'Alain, espéraient tous obtenir enfin des explications concernant le meurtre. Mais Jessie, arrogante et détachée, ne fit preuve d'aucune compassion envers les proches de sa victime. Elle continua à soutenir la thèse de la légitime défense, comme elle l'avait dit aux gendarmes lors de sa première audition. Sauf que les mensonges à répétition de Jessie Travaglini, ainsi que les rapports des experts qui défilèrent à la barre, pointaient dans une seule et même direction, le meurtre avec préméditation. Au bout de 3 jours de procès, cependant, le verdict fut légèrement différent de celui attendu. Jessie ne fut reconnue coupable que de meurtre sans préméditation. Cela était dû au fait que Jessie Travaglini s'était rendue chez Héloïse avec le fameux tasé acheté quelques semaines auparavant. Le tasé avait effectivement pu lui servir à paralyser Héloïse, mais il n'était pas considéré comme une arme létale, contrairement à un couteau ou même à une arme à feu. Jessie ne s'étant pas rendue armée chez Héloïse, elle ne fut donc pas accusée d'y être allée avec l'intention de la tuer. Jessie Travaglini fut toutefois condamnée à la peine maximale en ce qui concerne l'homicide volontaire, elle écopa de 30 ans de réclusion criminelle. 30 années pendant lesquelles elle ne verrait pas grandir son fils, qui, tout comme le petit garçon d'Alain et d'Héloïse, avait tout perdu à cause d'une obsession fatale. Ainsi s'acheva cette affaire française de rivalité amoureuse.